Bonjour, aujourd'hui présentation d'un livre sur Star Wars, une fois de plus, mais un livre que j'aime beaucoup, le genre de livre que j'aime beaucoup, puisqu'il s'agit des coulisses du tournage de films que j'aime bien, et là il s'agit des coulisses du tournage de l'Empire contre-attaque. Et vous voyez que, bon, déjà, c'est en français. Ça fait partie de ces ouvrages qui sont arrivés en masse avec la nouvelle trilogie. Les gens voulaient croire, une fois de plus, au succès de la Guerre des Étoiles, non seulement au cinéma, mais aussi dans les librairies. Et du coup, il y a différents bouquins qui sont sortis autour de la trilogie originale. Et je ne me suis pas fourni pour l'instant, parce que ça restait quand même assez cher, sur la Guerre des Étoiles ou le Retour du Jedi. Mais mon film préféré de Star Wars, ça reste quand même l'Empire contre-attaque. Et quand j'ai eu l'occasion de m'acheter ce livre l'année dernière à Martigues, puisqu'il y était proposé à un prix relativement raisonnable, j'ai sauté sur l'occasion, d'autant que c'était mon anniversaire, donc voilà, je me suis fait un cadeau à moi-même. Et vous voyez, c'est quand même un beau bouquin. Hein, c'est dos carré, collé, broché, et il était non pas à 55 €, mais nettement moins cher que ça. Et 55 €, vous devinez que je peux pas mettre 55 € dans un bouquin, et donc forcément je l'ai acheté moins cher, mais le prix je ne sais plus. Je sais que je me suis fait plaisir, quoi qu'il en soit. Donc voilà, donc un bouquin qui avait été sorti aux États-Unis au départ pour les 30 ans de l'Empire contre-attaque, donc ça commence un petit peu à dater. D'ailleurs, je viens de vérifier, en fait, les 30 ans, logiquement, c'était en 2010, et le bouquin date de 2013 et est indiqué 2013 pour l'impression de la version française. Alors, je suis le premier étonné, je voyais ça beaucoup plus récent que ça, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, dans les librairies, il me semble pas les avoir vus avant 2016, hein. Non, dépôt légal octobre 2013. Bon, écoutez, j'ai raconté n'importe quoi, mais c'est pas grave, ça arrive. Quoi qu'il en soit, donc, ce que je vous propose, c'est qu'on voit un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Alors, préface de Ridley Scott, autant vous dire que j'en ai rien à péter. Ce réalisateur me sort par les yeux depuis qu'il a fait Prometheus. Franchement, il fait partie des réalisateurs qui, pour moi, sont des voleurs d'âme. Voilà. Quoi qu'il en soit, donc, nous avons ici la présentation de certains concepts autour de l'Empire contre-attaque. Donc là, ça revient sur le succès de Star Wars en 77. Que faire ensuite? Donc tout un tas de documents qui présentaient les premières idées, les reprises éventuellement, ce qui n'avait pas été utilisé dans la Guerre des Étoiles, même une planète de lave qui correspondrait à Mustafar, et des engins à chenilles qu'on retrouvera quelque part aussi dans Rogue One. Ça, par contre, vous voyez que c'est clairement un engin qu'on voit très clairement dans Clone Wars. Très clairement dans Clone Wars. Et là, des soldats qui semblent tout droit sortis d'un dessin de Métal Hurlant ou de Mobius. Mais c'est du Ralph McQuarrie. Donc je ne vais pas vous montrer la totalité des pages, mais encore une fois, les concepts art sont quand même très intéressants. Moi j'aime beaucoup celui-ci, par exemple, ça me fait penser à la bataille des planètes, on dirait le God Phoenix. Ici on a les prémices de ce qui va certainement donner le Tauntaun, sauf que là ça a l'air d'être une espèce de lézard à pattes, voire de serpent à pattes. Et là donc planète de glace, mais avec des éléments qui pourraient rappeler ensuite plutôt Bespin.
Les premiers Scout Walker et AT-AT, vous voyez que c'est pas vraiment ça, mais c'est intéressant. Là, les débuts de concept de la Cité des Nuages de Bespin. Notez d'ailleurs que parmi les premiers dessins de Ralph McQuarrie qui présentait l'étoile noire, en fait c'était ce genre de dessin. Donc encore une fois, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est les premiers concepts de l'étoile noire qui se sont retrouvés en Cité des Nuages. Là donc, dessin encore une fois de Ralph McQuarrie avec l'attaque des impériaux sur la base rebelle, avec les Tauntaun. Il y a clairement une influence Mobius, hein, là. C'est indéniable. Les premiers Snowspeeder qui ressemblent à des versions modifiées de la tête du Y-Wing. Les premières versions de Yoda, qui étaient plus proches du coup de petits lutins, de farfadets, que de l'espèce de nain vert qu'on connaît des marais de Dagobah. Les premières versions de Boba Fett, qui de toute façon apparaît dans la version animée de Star Wars Holiday Special, le prop droïde que l'on voit au tout début de l'Empire contre-attaque, la cuve à Bacta, les premiers dessins de la base rebelle sur Hoth, et le premier concept de Boba Fett qui était apparemment tout blanc. Les premiers AT-AT, premier repérage, et là c'est de 78 à 79 parce que le film qui est sorti en 1980 aux États-Unis, vous devinez bien que c'est pas fait en 6 mois. Hein. Et donc là, apparemment, premiers essais pour voir s'il y avait moyen de faire de Yoda à partir d'un singe. Ensuite, l'idée de faire une marionnette avec la Jim Henson Company. Les créatures, les Tauntaun, est-ce que ça doit être animé image par image? Est-ce que c'est avec des personnages, des personnes dedans? Donc à faire des marionnettes avec Yoda. Les premiers storyboards, magnifique illustration avec les Star Destroyers, la magnifique illustration de Bespin avec une première version de Lando accompagné d'une jeune femme. Là, des illustrations que moi je connais par cœur, j'en ai vu plein, les bouquins que j'avais des années 80, toujours de Ralph McQuarrie, avec la scène iconique de l'Empire contre-attaque. Là, Phil Tippett qui anime le Tauntaun, et c'est les premières sculptures pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Le costume finalement de Boba Fett. Je sais pas si c'est Jeremy Bulloch qui est ici. Bon, on verra. Donc, vous voyez, encore une fois, beaucoup de concepts, beaucoup de trucs intéressants. Même des nouvelles versions de Star Destroyer. Ça aurait dû être le Super Star Destroyer à un moment. Ça ressemble plus à un aspirateur qu'autre chose. Les premières versions des têtes d'AT-AT. Le Tauntaun fait en taille réelle. R2-D2 refait pour l'occasion pour celui qui rentre dedans, à savoir bien évidemment Kenny Baker. Ensuite là des premiers essais avec Yoda. Les storyboards. Les Snowtroopers. Le Slave One. Enfin voilà, vous aurez compris que on a là quand même des choses très intéressantes autour de l'Empire contre-attaque, y compris les tournages de certaines scènes. Ça, cette scène-là où Luke sort de la tanière du Wampa, ça a été tourné ni plus ni moins que à l'extérieur, de l'hôtel où ils étaient installés. Je sais plus, c'était dans les Pays-Bas ou quoi, et au Danemark ou un truc dans le genre, et comme il y avait eu une tempête de neige de fou, ils ont profité en fait des congères qui s'étaient formés autour de l'hôtel pour tourner quelques scènes pour éviter de perdre du temps et de l'argent. Et donc du coup, comme il y avait besoin que de Mark Hamill avec son costume, ils ont tourné quelques scènes comme ça à l'extérieur. Là c'est quand même assez marrant de voir Harrison Ford en costume en train de conduire comment dirais-je,
un chasse-neige peut-être. Là, ici avec le Tauntaun, ils ont donc tourné dans de la vraie neige. Pour certaines scènes, ça se voit. Et donc là, le Wampa, qui donnait pas grand-chose hein, au départ. Le Prop Droid, donc là, on a une petite idée de la taille réelle de l'engin. C'est quand même plus grand qu'un humain. Là, encore une fois, dans de la vraie neige, le Snow Speeder en mauvaise posture. Donc ça rend quand même vachement bien. Là, donc, certaines scènes tournées à la fois sur Hoth et sur le Faucon. Donc vraiment beaucoup de photos d'archives, beaucoup de photos qui permettent de voir aussi qu'il y a beaucoup de scènes qui n'ont pas été utilisées dans le film, avec des attaques de Wampa dans la base rebelle, qui attaquent aussi bien les rebelles que les Snowtroopers. Là, un Wampa qui s'en prend plein la tronche, j'imagine, par un tir de blaster. Là, encore une fois, le Luke qui se hisse sur un AT-AT, bah, il le fait en vrai avec un hélicoptère, c'est quand même fou. C'est ce qui ajoute quand même franchement au réalisme de ces scènes, hein, très clairement, même s'il y a beaucoup d'effets spéciaux. Tout n'a pas été tourné en studio. Et ça se sent, ça se sent. Donc, voilà, encore une fois, beaucoup de photos d'archives, beaucoup en noir et blanc évidemment. Ils vont pas s'amuser à l'époque à faire des trucs en couleur, ça coûtait très cher. Et en plus en noir et blanc, ça permet de saisir beaucoup plus de détails. Et là on voit quand même la magnificence des illustrations de Ralph McQuarrie comparé à ce que ça donne au final, comment dirais-je, non seulement la vision de l'artiste, mais la vision du réalisateur. Ici, c'est quand même assez proche et ça donne franchement très bien. Voilà, le fait d'avoir fait le Faucon en taille réelle, ça ajoute encore une fois au réalisme de tout ça et ça rend vachement bien. Là, c'est un cratère de la chasse dans les astéroïdes avec la sale bestiole, encore d'une fois du Bespin. Vous comprenez aussi que là c'est montré presque dans l'ordre, et donc ça veut dire que le film, bah, ça vous le savez de toute façon, les films ne sont jamais tournés dans le même ordre que ce que vous voyez à l'écran, c'est tourné dans le désordre complet. Ça dépend de la disponibilité des studios, ça dépend de la disponibilité des décors, des acteurs, etc. Donc tout doit être fait dans un désordre complet. Et ce que vous voyez à l'écran, une scène qui est à la fin a peut-être été tournée un an avant ce que vous voyez au début du film. Là, ce que je trouve amusant, c'est les détails qu'on voit ici encore une fois sur ces photos d'archives, les détails qu'ils ont mis sur les réacteurs des X-Wing. Ça, c'est quelque chose que vous ne verrez jamais sur un modèle de tournage miniature ou même sur les maquettes. Ça, je ne l'ai jamais vu ailleurs que sur ce genre de photos. Alors, on pourrait continuer comme ça pendant des heures, mais il y a des informations de fou sur ce qui s'est passé lors de ces tournages, comment ça se passait, etc. Et ça éclaire de manière vraiment très différente la façon dont tout cela a été tourné, tout a été fait. Et là on voit Mark Hamill avec sa femme qui attendait un heureux événement. Là, on voit l'intérieur du Tauntaun tel que l'a conçu Phil Tippett. Et là, vous voyez le moule qui permet de faire le corps qui sera ensuite recouvert de poils. Alors, les scènes sont pas terribles, sincèrement, il faut quand même bien l'avouer. Le Tauntaun animé image par image, il rend vraiment pas bien. Mais le film est tellement bon. Là, de la fibre optique pour le Star Destroyer, ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Encore une fois, donc Yoda, bataille entre Luke et Dark Vador, la fin du film qui est carrément largement avant la fin du bouquin, vous voyez. La taille, imaginez la taille aussi des studios Elstree avec Dagobah qui est reproduit à l'intérieur de ces studios avec un Mark Hamill et une équipe entière de tournage avec entre guillemets un seul acteur et Frank Oz pour Yoda. Ça c'est le Super Star Destroyer, vous voyez un petit peu la taille du truc. Et
pas envie de passer non plus des heures là-dessus, mais voilà. La fameuse scène avec la main coupée, la révélation sur Luke, qui a été gardée secrète jusqu'au bout. Là, tout un chapitre concernant Yoda, qui était un gros pari. Maintenant, ça semble évident, mais tout le monde avait peur que les gens comparent ça, à raison d'ailleurs, avec le Muppet Show. Mais il fallait donner vie à cette marionnette et faire croire à un personnage de chair et de sang, alors que c'était de la mousse de latex et quelqu'un qui manipulait cette marionnette en dessous. Mais finalement, je pense que le choix aussi bien du réalisateur que du créateur George Lucas tenait sur le fait que Kenny Baker animait bien de façon assez spéciale R2D2 et tout le monde y croyait, alors il n'y avait pas de raison que ça ne soit pas le cas avec Yoda. Ça explique peut-être aussi la raison pour laquelle les yeux sont si grands, exactement comme dans les mangas, on y fait passer beaucoup plus d'émotions, les yeux brillent et ça lui donne de la vie, et en plus ils animent les yeux, ils les font bouger de manière tout à fait naturelle. Il n'y a pas que la bouche qui est animée, et la façon dont il est justement manipulé est absolument extraordinaire. Donc vous voyez d'ailleurs comment ça se passait ici. Et c'est un pari réussi pour ce Yoda là. Par contre, la prélogie, ils ont choisi d'utiliser de l'image de synthèse après avoir utilisé une marionnette avec un Yoda un petit peu plus jeune, et très sincèrement, dans les deux cas, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout, et le Yoda de l'attaque des clones est totalement raté pour moi. Mais bon. Là, on a une vue un petit peu plus précise de la créature qui attaque R2 quand Luke arrive sur Dagobah. Ça, c'est des scènes qui m'intéressent énormément pour faire le diorama. Là encore, des photos intéressantes pour moi avec la réalisation du transporteur rebelle. Ici, le propre droïde. Donc, le retour d'Alec Guinness en spectre, en esprit de la force, et tellement de choses là-dedans, mais la façon dont ils ont fait aussi les effets spéciaux avec les maquettes, là, les Star Destroyer, c'est juste fantastique. La création des musiques de John Williams, bon, ça, ces scènes-là, je les trouve assez ratées. Mais il y avait aussi la présentation de l'empereur. À quoi devait-il ressembler? Était-il humain? Était-il alien? Du coup, ils ont choisi quelque chose qui est assez spécial. Avec... donc, je l'ai vu là tout à l'heure. Voilà. Avec des espèces de protubérances autour des yeux qui ont été changés ensuite avec la version remasterisée. Il a presque une tête de Skeletor. Donc là après c'est la création, on va essayer de montrer ça aussi par les musiques. Il y a aussi les matte paintings qui sont absolument fabuleux. C'est-à-dire que certaines scènes on croit que c'est fait dans des vrais décors, mais en fait il y a une partie c'est des vrais décors et le reste c'est du matte painting, c'est-à-dire que ça agrandit clairement l'image. Imaginez-vous que là, ça c'est un matte painting quoi. C'est une peinture sur verre. Pareil pour là, pareil pour là. Et là pour le Star Destroyer, il faut vraiment plisser des yeux pour voir que c'est une peinture sur verre. Idem ici. Pour Bespin, ça semble évident, mais voilà. Voilà, des images absolument super. Vous voyez ce que ça donne. Là. Là, pareil. C'est des peintures sur verre qui sont des trucs hyper réalistes. Ici pareil. Et en fait il laissait un cache où on tournait une scène en décor, et donc du coup on mettait ensuite le matte painting sur la partie filmée avec exactement le même cache. On mettait les deux ensemble et ça donnait la scène finale. Et si c'était bien fait, bah ça se voyait pas. Idem là. Là, la réalisation d'un matte painting et maquette du Slave One qu'on voit à peine dans le film. Donc là, c'est vraiment, vous voyez que ça se termine vraiment sur les effets spéciaux, des scènes complémentaires.
et même redoublage de certaines scènes. Et ça se termine sur les concepts pour les affiches, les annonces du film qui sort, la façon dont ils font le texte au début du film. C'est fait à l'ancienne, hein, c'était pas fait sur ordinateur bien évidemment. Et donc toutes les maquettes de fin, parce qu'il y en a quand même un paquet. Et voilà, donc cette suite de l'Empire contre-attaque, maintenant on sait tous que c'est le meilleur morceau de Star Wars et que ça a eu du succès, mais il n'était pas évident du tout que cela fonctionne, mais alors pas du tout du tout. La majorité des suites de films à succès sont juste des tentatives de renouveler le succès du premier film, et la plupart du temps il y a moins d'argent, il y a moins de moyens, il y a moins d'ambition sur les films en question, et se trouve que pour l'Empire contre-attaque ça a été tout le contraire. Ils ont mis plus d'argent, ils ont mis plus de moyens. Avec le succès de la Guerre des Étoiles, ils ont eu vraiment les coups des franches pour faire quelque chose qui était vraiment à la hauteur des ambitions de George Lucas. Mais je vais être méchant, ce qui a sauvé l'Empire contre-attaque aussi, c'est que George Lucas a vraiment mis de côté la réalisation et laissé ça à quelqu'un d'autre. Et ce que j'adore, c'est Irving Kirchner qui, dans différentes interviews, le dit tout de go. C'est pas de la science-fiction, c'est du conte de fées. Et en fait, ça prouve que Star Wars, c'est du space opéra, c'est pas de la science-fiction, c'est pas du Star Trek. C'est totalement différent. On peut prendre certaines libertés, mais pour autant, il y a des règles à respecter. Et en prenant ça en compte, tout en sachant que c'était à la sauce science-fiction, à la sauce spatiale, en fait, plus exactement, Irving Kirchner a vraiment réussi à faire ce film en 3 actes, enfin en 3 actes, en 3 morceaux qui se séparent, qui ensuite se retrouvent. Le film en termes de construction est absolument génial. C'est aussi une quête, c'est aussi une fuite, c'est voilà, c'est David contre Goliath, c'est tellement de choses. Ce film est épique à bien des niveaux et surtout il finit mal. Il finit mal, mais il finit sur une note d'espoir. On va retrouver Han Solo, on va recombattre Dark Vador, on va continuer de se battre avec la rébellion pour faire en sorte que l'Empire soit vaincu. Et même si Luke a perdu la main, même si un des personnages principaux a disparu, les personnages n'en sortent que plus grandis, que plus forts, que plus mûrs. C'est surtout ça. C'est-à-dire que l'Empire contre-attaque, c'est vraiment mettre de côté tout le côté voilà, gamin qu'il y a dans la Guerre des Étoiles. Voilà, on va sauver la princesse qui est dans le besoin, alors que finalement elle se débrouille pas si mal que ça toute seule, etc., etc. Bref. L'Empire contre-attaque, c'est beaucoup de choses, c'est vraiment beaucoup de couches à redécouvrir, et outre le film à apprécier en lui-même, ce genre de bouquin permet de voir comment ce chef-d'œuvre a pu naître, a pu voir le jour, a pu être réalisé. Et ça permet vraiment de voir les choses différemment, mais surtout d'en apprécier encore plus la valeur. Voilà, donc je ne saurais trop vous recommander la lecture et éventuellement de vous procurer ce genre de bouquin. Franchement, ça vaut le coup. 55 €, je trouve ça quand même très très cher, mais si vous le trouvez moins cher, profitez-en. Moi, dès que je vois ceux sur la Guerre des Étoiles, le retour du Jedi, moins cher que 55 €, moi je les prends, parce que c'est le genre de document que je rêve d'avoir depuis 30 ans. J'ai beaucoup de documents des années 80, mais qui n'ont jamais été aussi complets. Toutes les photos qu'on voit là-dedans, et il y en a un paquet, vous avez vu, c'était disséminé dans des articles ici et là, mais ça, vraiment, c'est un document exceptionnel, et en plus ça a été traduit en français. Donc bah écoutez, j'espère que la présentation de ce livre sur le making-of de l'Empire contre-attaque vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints nombreux, coucou aux grands anciens. J'espère que la présentation de ces livres toutes les semaines vous intéresse et vous passionne comme ça me passionne moi. En tout cas, j'ai plaisir à vous les présenter. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un livre, pas spécialement sur Star Wars, mais en tout cas un bouquin.